présenter un petit peu un panorama des énergies renouvelables avec un focus particulier sur le solaire qui est aujourd'hui parmi toutes les énergies renouvelables la plus compétitive et surtout celle qui connaît la plus grosse croissance dans le monde. Je parlerai très brièvement de ce que l'on fait également chez GLHD et puis je répondrai bien entendu à toutes vos questions dans la mesure de mes connaissances. Donc, je rappellerai juste, mais ça a été dit en introduction, les énergies renouvelables, pourquoi faire? C'est la réponse au réchauffement climatique. C'est limité à 1,5 degré, le réchauffement climatique. On en a tous conscience, on veut tous y aller. Il y a beaucoup de freins, comme on va en discuter, mais pour autant, il y a quelques cadres réglementaires qui nous aident bien, et notamment Paris 2015, la COP 21, le paquet climat, le paquet énergie-climat, pardon, qui fixe à 27% d'énergie renouvelable la consommation finale à 2030. Et surtout aujourd'hui, la politique pluriannuelle de l'énergie, ce qu'on appelle la PPE, qui va fixer des objectifs nationaux, notamment de puissance installée dans le solaire, dans l'éolien, dans l'hydro, la biomasse, la chaleur également, pour arriver à un objectif de neutralité carbone en 2050. C'est un objectif très ambitieux et on va voir dans les slides suivantes qu'on est encore très très loin de ces objectifs-là et que les premiers points d'étape nous montrent déjà un retard considérable dans ces objectifs-là et c'est bien dommage. Pardon? Non, non, je crois que c'est bon. Ok. Donc, fin 2019, alors je suis désolé, les statistiques elles mettent beaucoup de temps à sortir dans les énergies renouvelables. Donc, sur la consommation, on voit qu'on couvre 23% de l'électricité consommée sur l'année 2019. 25% sur la fin de l'année. On a eu, pendant le premier confinement, un pic à plus de 50% et qui a montré toute la stabilité du réseau, parce que beaucoup des opposants aux énergies renouvelables, donc, issus d'autres énergies, parlent de l'instabilité des énergies renouvelables. Alors, instabilité peut-être, il est vrai que le solaire, lui, ne produit pas la nuit, comme tout le monde sans doute, mais pour autant, ça ne met pas en danger les structures qui permettent d'acheminer jusqu'au consommateur final. On peut voir que la répartition en fait de la couverture en énergie renouvelable est en fait très très disparate entre certaines régions. L'Occitanie est très favorisée, Auvergne-Rhône-Alpes de la même manière. Alors pour deux raisons différentes, l'une c'est de l'éolien et l'autre c'est du solaire. Et d'ailleurs cette répartition qu'on va voir dans nos énergies renouvelables en France, le solaire était à 9 gigawatts en 2019, 10 gigawatts 6 en 2020, ce qui me permet de faire une petite parenthèse sur qu'est-ce qui se passe dans le monde par rapport à ce que nous avons en France. C'est assez intéressant de voir comment aujourd'hui les énergies renouvelables prennent une part considérable en fait dans les investissements. Chez nous, comme on va en discuter, on voit qu'on est très, très à la traîne et pour autant, chaque seconde, il y a 9 000 $ d'investis dans les énergies renouvelables. Donc, si je tiens mon temps de parole de 15 minutes que l'on m'a gentiment attribué ce matin, et merci, pendant mon intervention, il faut savoir que 8,1 millions de $ auront été investis sur les énergies renouvelables. C'est 2600 milliards dans le monde par an sur les ENR, ce qui dépasse très largement les hydrocarbures. Et aujourd'hui, les premiers investissements énergétiques se situent dans les ENR tous les ans. Donc, je dirais que la finance, qui est quand même un mode de gouvernance assez symptomatique,
a déjà pris le pas bien plus que ce qui se réalise chez nous, et qu'en termes d'investissement, ce sont les ENR qui sont désormais le premier investissement énergétique. Pour le solaire, on arrive à peu près 500 millions de dollars par an. Une très grosse partie est portée par le marché chinois, puis par le marché états-unien. Le marché chinois et états-unien ayant des sauts en fonction soit des événements politiques, soit de capacité de raccordement, notamment pour la Chine, sur des gigacentrales, c'est-à-dire des centrales au sol solaires qui sont immenses en termes de surface. Pour revenir à la France, donc nous avons passé les 10 gigawatts en 2020. Clap, clap, on peut s'en féliciter. Nos amis allemands en sont à 52 gigawatts. 52 gigawatts, donc 5 fois plus. Et comme tout le monde le sait, l'Allemagne a beaucoup plus d'irradiation solaire que nous-mêmes, surtout pour certains d'entre nous qui sommes dans le sud-ouest. Donc c'est assez décevant. Hein. Est-ce que ça vient du système des appels d'offres tel qu'il est mis en place en France? Est-ce que ça vient de certains temps de développement des énergies renouvelables? Il faut savoir que pour obtenir tous les droits à construire et se raccorder dans l'éolien, aujourd'hui la moyenne c'est 9 ans. Et pour faire la même chose dans le solaire, la moyenne se situe à 4 ans et demi. Entre le moment où un développeur va démarrer un projet et le moment où il va pouvoir lancer la construction, 4 ans et demi pour le solaire, 9 ans pour l'éolien, ce qui est extrêmement lent, extrêmement long. Je parle bien entendu là que de l'énergie de puissance, la petite production en toiture individuelle ne rentrant pas dans ce compte. Pour revenir un petit peu sur nos objectifs et où nous en sommes dans l'Hexagone, donc on voit qu'en 2017, on était à 16% de la part des ENR. Alors bien sûr, on a 70% de croissance, mais quand on regarde notre objectif à 2020, ben voilà, on est extrêmement loin encore de ce qui était prévu. Alors je sais, c'est beaucoup de chiffres et beaucoup de statistiques. Il y a une corrélation à mettre en face, c'est le prix de ces énergies renouvelables. Une des problématiques, notamment du solaire, a été pendant très longtemps son prix de production du kilowattheure. Je fais un petit retour en arrière. Quand j'ai démarré ma carrière dans les énergies renouvelables, on installait le watt de solaire à 4 euros le watt. Aujourd'hui, on fait des installations à 35 centimes. Et c'était il y a 15 ans. Donc voilà, une courbe d'installation et un CAPEX qui décroît énormément, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le kilowattheure produit est très certainement le kilowattheure le moins cher dans le monde. Oups, pardon, je suis allé vraiment trop vite. Donc là, voilà, le kilowattheure produit aujourd'hui dans le solaire, comme je vous disais, est vraiment le moins cher. Donc, le comparatif européen, qui là encore n'est pas à notre avantage. Hein. 2019, l'Allemagne était à 45 gigas, 52 comme je vous ai dit, l'Italie à 20, le Royaume-Uni à 13. Là encore, on sait bien sûr qu'en Angleterre, le soleil est bien plus fort que chez nous. En une année, l'Espagne installe 4 gigawatts. En France, on n'a jamais dépassé les 1,2 gigas installés sur une année. La Belgique a installé 600 mégawatts l'an dernier. La Belgique fait la taille d'un seul département français et a installé la moitié de ce que nous avons réalisé en France. Donc c'est une situation un peu compliquée à vivre pour la filière et industrielle et la filière de développement en France. Alors un des moyens pour tenir ces objectifs de la PPE, donc la PPE, ça va être notamment pour le solaire 40 gigawatts d'installés à horizon 2030. C'est de déployer cette puissance, cette puissance de production sur des centrales au sol et notamment avec des technologies comme l'agrivoltaïsme que nous, on propose. Donc, je vais faire une toute petite parenthèse là aussi sur
Qui sommes-nous? Green Lighthouse Développement, GLHD, c'est une société qui est implantée en Nouvelle-Aquitaine, société française. Nous avons aujourd'hui plusieurs sites, en Touraine, à Mont-de-Marsan également. Notre siège social est basé dans la banlieue de Bordeaux, à Martillac. Notre spécialité, c'est aménager des grands projets d'énergie renouvelable. Notre idée n'est pas de faire de la toiture ou des petits sites, mais des très très grands sites pour avoir un coût de production du kilowattheure le plus bas possible et être compétitif avec toutes les autres modes de production d'énergie. Comme vous le savez sûrement, en France, quand vous produisez un kilowattheure, qu'il soit solaire ou éolien, c'est une filiale d'EDF, EDF Obligation d'achat, qui vous rachète le kilowattheure à un prix très préférentiel. Pour cela, vous passez soit par un guichet en fonction de votre puissance, soit par un système d'appel d'offres qui est géré par la Commission de régulation de l'énergie. Et au travers de ces appels d'offres, si vous êtes lauréat, vous avez un contrat garanti de 20 ans et EDF-OA vous rachètera pendant 20 ans cette énergie indexée sur plusieurs critères pour son inflation. Il faut savoir que c'est un système qui est très franco-français et qui a été extrêmement utile au départ pour lancer cette filière du solaire, puisque, comme je vous l'ai dit, on installait à 4 € le watt-crête, donc des prix qui étaient des coûts de production qui étaient totalement non concurrentiels. Donc la filière étant désormais installée, aujourd'hui en France, nous arrivons à produire du kilowattheure à 3,5 centimes, ce qui est totalement compétitif avec le gaz, le charbon, le nucléaire ou tout autre mode de production. Dans des pays avec d'autres systèmes, on arrive à produire le kilowatt-heure jusqu'à 2,2 centimes, ce qui est vraiment extrêmement bas. Alors on se dit 2,2 centimes, c'est très bas, ou même 3,5 centimes, c'est très bas pour un kilowattheure. Et dans nos factures, pour autant que nous avons, on paye le kilowattheure à 12 centimes. Donc il faut savoir que sur nos factures, vous avez une part qui est sur la production, une part qui est sur le transport de cette énergie, sa distribution, et une troisième part qui est uniquement de taxes, ce qui nous amène aux alentours de 12 centimes pour le consommateur. Donc, aujourd'hui, notre technologie, en développant de très grandes centrales solaires, nous permet directement de vendre l'énergie produite non plus à ces systèmes d'appel d'offres, et donc à EDF Obligation d'achat, mais directement sur le marché de gros, avec une énergie donc, qui est totalement concurrentielle avec les autres. Pourquoi développer les parcs photovoltaïques au sol? Tout d'abord parce qu'on pense qu'il n'y a pas de concurrence en fait réelle en France sur l'accès au foncier. Ça permet également une très grande biodiversité sur les panneaux. Plusieurs études en fait, au niveau mondial ont déjà montré que ces centrales-là permettent de recréer en fait des îlots de biodiversité qui n'existaient pas forcément. La réglementation française étant extrêmement compliquée là-dessus, c'est pour ça qu'il est très long de développer des centrales au sol. Juste pour refixer, pour redonner une image, si nous devions réaliser l'intégralité de la politique pluriannuelle de l'énergie, donc l'horizon 2030, 40 gigawatts, uniquement en centrales solaires au sol, nous consommerions 0,0002% du territoire français, en faisant uniquement des centrales photovoltaïques au sol. Donc, voilà pourquoi on pense qu'il n'y a pas de concurrence réelle sur l'accès au foncier. Maintenant, de notre côté, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de nouveau à créer derrière et on s'est lancé suite à nos expériences à l'étranger, en Asie du Sud-Est et également en Amérique du Sud, parce que nous avions avant notre société, enfin Green Lighthouse, qui développait uniquement à l'export. On s'est dit qu'il était intéressant de modifier le principe de la centrale au sol et d'y intégrer la révolution agricole. Donc l'idée, comme vous le voyez sur l'illustration de cette diapositive, c'est de partir d'un concept qui est de dire aujourd'hui, il y a une déprise de l'activité agricole et globalement en France, les revenus de nos agriculteurs, pour une grande partie d'entre eux, ne sont pas assurés. Donc on va leur permettre de diversifier leurs sources de revenus
et, et également de faire un changement de pratique, donc de les orienter vers soit de l'agriculture très raisonnée, soit de l'agriculture biologique, au milieu d'un champ de production d'énergie photovoltaïque. Alors, où est-ce qu'on est allé chercher ce concept-là? Un petit peu au Brésil, sur les très très grandes surfaces, et en Asie du Sud-Est de la même manière. Donc, produire du kilowattheure pas cher veut dire faire des très grands sites de production. Et le deuxième concept sur l'agricole, ça vient en fait du modèle allemand, où vous avez beaucoup en Allemagne d'agriculteurs qui possèdent un méthaniseur ou des installations photovoltaïques et qui vont leur permettre d'avoir un complément de revenus. Ce socle de revenus permet à l'activité agricole, bien entendu, de réinvestir dans son outil agricole et d'avoir des capacités d'endettement de par un revenu pérenne et constant, mais également d'assurer à l'agriculteur, enfin de limiter ses risques naturels, que sont la météo, mais également le cours des produits qu'il va réaliser. Donc en le mettant à l'abri, on permet d'éviter la déprise tout en favorisant en fait l'impact moindre de l'agriculture sur l'environnement. Un des points qui aussi nous semble essentiel, c'est que l'énergie, depuis que le monde est monde, a toujours été un aménageur de territoire. Le feu, il y a très très longtemps. L'animal dans sa capacité de traction par la suite, puis la vapeur, puis le pétrole, l'aménagement de nos routes. Aujourd'hui, c'est le temps de revenir à des énergies totalement décentralisées comme l'éolien et moi je pense encore plus par le solaire, ce qui va créer une valeur dans chacun des territoires, vu que ce sont des productions qui sont extrêmement taxées également et qui redistribuent une partie de la richesse dans des territoires qui sont plutôt en déshérence, territoires agricoles qui peuvent être extrêmement contraints, et ce qui va, au-delà de maintenir une activité agricole pérenne, de continuer à avoir une biodiversité extrêmement dynamique, de créer de la valeur dans chacun des territoires et de maintenir une activité publique tout en combinant énergie renouvelable et agriculture. Et donc, notre objectif, c'est de continuer à avoir une économie qui est non subventionnée. Donc, c'est de l'énergie de puissance, c'est une maturité qui est technologique. Donc, comme je vous l'ai dit, on vend directement sur le marché de gros ou on vend en pipier. Donc, on parlait tout à l'heure des industries énergivores. Vente en pipier, c'est du Power Purchase Agreement. C'est de contrats de vente de l'énergie directement aux consommateurs. C'est aussi un moyen pour nous d'anticiper la fin des appels d'offres. Et aujourd'hui, c'est arrêter de faire subventionner au travers d'une taxe qui est la CSPE, qu'on retrouve tous dans nos factures, la production d'énergie solaire qui n'en a pas beaucoup. Une grosse différence, par contre, par rapport aux autres productions solaires, c'est que majoritairement, on va se raccorder sur le réseau de transport, donc les autoroutes de l'énergie, et non pas le réseau Enedis. Donc, on est plus sur le réseau de RTE. Je vais me permettre de faire le lien directement avec le stockage. Pour moi, cette énergie de puissance, c'est aussi un moyen de lancer la révolution de l'hydrogène, qui est incontestablement la prochaine étape des énergies renouvelables, de par leur intermittence, et l'alliance énergie renouvelable et stockage va être pour moi le défi qui est à relever dans les prochaines années, et je ne doute pas que l'hydrogène va être la grande solution, avec une baisse de ses coûts de production au fur et à mesure des volumes installés. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez quelques questions pour moi. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci aussi d'avoir fait la transition pour ensuite aller vers Marcus. N'est-ce pas? C'est parfait. J'aurais pas fait mieux, bien au contraire. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires à partager avec Jean-Marc sur cette présentation? J'attends de voir qui se manifeste. C'était clair. Moi, j'avais… pardon. Quelqu'un a pris la parole? Oui, Monique, pardon. Oui, Monique, vas-y. Merci beaucoup pour la présentation.
Moi, j'avais juste une question. Vous aviez dit qu'il y avait une partie des énergies renouvelables qui était l'éolien, et puis il y avait quoi? Vous avez cité différentes sortes. Et moi, je ne sais pas si ça existe des éoliennes qui font en même temps, dotées de panneaux solaires. Est-ce que c'est quelque chose qui est rentable ou pas du tout, ou techniquement faisable? Euh, euh, sur les pales, je doute que ce soit faisable de par le mouvement de la rotation. Euh, sur le mât, pourquoi pas, on pourrait en mettre, mais là, on aurait des problèmes qui seraient simplement de déperdition de l'énergie hein, sur la distance. Y a pas, je ne vois pas comment ça pourrait être rentable. Euh, J'en reviens, le but de la production d'une énergie, c'est aussi qu'elle s'intègre totalement dans l'économie, donc il faut qu'elle soit peu chère. Tout ce qui ajoute une contrainte à sa production augmente son coût de production. Donc il est vraiment indispensable en fait que l'énergie soit, enfin l'énergie c'est l'économie. Si nos industriels ont des factures énergétiques, et on le voit bien hein, dans ce qu'a proposé Didier juste avant, l'objectif c'est qu'on consomme moins et que ce que l'on consomme coûte pas cher pour avoir un coût de produit et un coût de fabrication qui puisse en fait être adéquat avec le marché. Donc toute contrainte supplémentaire sur la production d'énergie a une conséquence sur le produit fini des industriels et même du consommateur final. Hein. Voilà. Donc l'objectif c'est vraiment avoir une énergie la plus propre possible et la moins chère possible. Mais j'aime bien l'idée, j'avoue. Bon, je ne pense pas que ça soit réalisable, mais j'aime bien l'idée. Bon, Merci alors, en tout cas prochain pour l'idée. prototype à faire, Jean-Marc, sur suggestion de Monique. Nous avons une question de Pierre Navidi. Pierre, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais savoir quel est le prix moyen de vente en ce moment à EDF, Enedis, dans les contrats appels d'offres en moyenne, hein, en moyenne en France. Alors, pour les centrales au sol, je dois être à quelques, enfin un pouillème près, mais on est à, je crois, à 62 euros le mégawatt Oui, pour les centrales au sol. Pour les centrales au sol sur des sites contraints, je crois qu'on est à 84, 86 euros le mégawatt. Pour des toitures en fonction de la puissance, hein, moins de 500 kW crête, je crois qu'on est aux alentours de 110 euros, 100 euros le mégawatt, quelque chose comme ça. d'accord. Et après, pour le Le privé, mégawatt, mégawattheure, mégawattheure, d'accord. mégawattheure, Ok. d'accord. Et au niveau des autres pays, est-ce qu'il y a des subventions de ce type? Parce que en l'occurrence, c'est pas vendu si cher que ça finalement par rapport au prix public quelque part, parce que ça fait du 6 centimes le kilowattheure, donc c'est pas tellement rentable, disons, à produire quelque part, puisque la marge est de l'ordre de 2 à 3 centimes le kilowattheure. Donc ça fait des temps d'investissement assez importants, malgré cette subvention étatique. Alors, il y a deux points dans votre remarque. En centrale au sol, on va produire aux alentours de 35 euros le mégawattheure. Donc, Oui, il y a déjà un gap qui est juste par rapport à l'appel d'offres qui est carrément du simple au double. Ensuite, dans votre facture énergétique, celle que vous acquittez en tant que particulier, la part de la production est de 40 euros du mégawattheure. Donc, si vous faites juste sur la centrale au sol, c'est 50% de plus. oui, Voilà. Donc, et ça, c'est acquitté par le consommateur au travers d'une petite ligne que vous voyez dans votre facture oui, qui oui. s'appelle CCE. Voilà. Donc, il y a une rentabilité, bien entendu, sinon il n'y aurait pas ce type d'investissement. Après, ça reste des rentabilités qui sont faibles pour les investisseurs par rapport à ces puissances-là, ce qui n'a pas été le cas au début, mais il fallait lancer vraiment la filière, le démarrage. Alors, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup, c'est quand même une charge hein, pour la société. Et puis, pour répondre à votre question sur à l'étranger, comment ça se passe, beaucoup de pays, alors l'Allemagne a décidé au départ de lancer des appels d'offres de la même manière, qui étaient quand même beaucoup plus efficaces en termes de timing. Par exemple, quand vous déposiez un dossier, votre réponse, si vous êtes lauréat, est dans le mois. En France, c'est aux alentours de 5 à 6 mois pour avoir la réponse. Les volumes n'étaient pas les mêmes. Pour autant, aujourd'hui, l'Allemagne fait des appels d'offres multi-énergie où sont en compétition éolien ou solaire. Pour autant, en Allemagne, aujourd'hui, c'est le marché du PPA qui est le plus en croissance au niveau du solaire et également de l'éolien.
Dans les autres pays, type les US, il n'y a pas d'appel d'offres aux US. En Angleterre, ils ont lancé ça avec des tarifs particuliers. En Asie du Sud-Est, mis à part la Malaisie, il n'y a pas d'appel d'offres non plus. Il n'y en a pas aux Philippines. En Philippines, soit vous êtes concurrentiel, soit vous ne l'êtes pas. En Thaïlande, c'est la même chose. En Indonésie, c'est pareil. Au Brésil, il y a des appels d'offres. Il y a un petit point particulier, c'est que si vous êtes au milieu du Brésil et que vous avez besoin d'énergie, il n'y a pas de réseau. Donc, en fait, vous avez tout à produire vous-même ou à avoir des agrégations d'acheteurs face à des agrégations de producteurs. Voilà. Donc, le marché est beaucoup plus un marché libre, en fait, dans le monde qu'au travers de marchés, entre guillemets, sponsorisés, qui ont eu leur utilité, hein, qui ont été nécessaires et qui le restent encore pour les petites puissances, mais qui sont plus d'actualité pour les grands. Merci. Alors, une dernière question de Lucas avant d'aller vers l'hydrogène. Bonjour, Lucas Petit-Brisson, du coup, fils de Didier. Je bosse aussi chez ES Solutions. J'avais une question, moi, c'était à propos du recyclage des panneaux photovoltaïques. Comment ça a évolué? Parce que je sais qu'il y a pas mal de nombre d'années, c'était un peu compliqué. Et aussi à propos de l'entretien des panneaux solaires quand ils sont en coexistence avec les champs, avec le soulèvement des poussières, etc. Comment c'est géré ce genre de choses? Alors, pour la première question, comme toute technologie naissante, ouais. Effectivement, au départ, on a eu un vrai problème de recyclage. Et c'est vrai. On a eu un vrai problème de recyclage parce qu'en plus, il y avait deux technologies concurrentielles et qui se répartissaient dans le marché. Il y avait un fabricant américain qui s'appelait First Solar qui faisait des panneaux au tellurure de cadmium, donc des panneaux plutôt fins, avec des métaux lourds à l'intérieur, dont le recyclage était assez compliqué. Et puis, vous avez ce qui est aujourd'hui très dominant sur le marché, donc les mono et polycristalliens. C'est quoi? C'est 90% du verre. Enfin, c'est de la silice, donc une plaque bien épaisse. Un panneau, je ne sais pas si vous en avez déjà eu un entre les mains, mais ça pèse quand même 35 kilos. Hein, c'est pas innocent. Aujourd'hui, en France, je parle juste en France, on recycle les panneaux à un peu plus de 95% sur des process uniquement mécaniques. Donc, il y a une usine de retraitement qui est à côté d'Aix-en-Provence, et j'ai perdu le nom de la commune exacte, mais qui appartient à Veolia. Et donc, on va broyer ces plaques de verre, on va en extraire ensuite par tamisage le verre d'un côté, l'aluminium, le cuivre et le lithium. Et on va recycler 95,5%, je crois, du panneau. Le reste, il faut un traitement chimique. On ne sait pas le faire en France. Pardon. On sait le faire en France, mais on n'a pas d'unité encore. Pour une raison toute simple, c'est que la durée de vie d'un panneau, même ceux qui ont été installés en 2005, 2007, 2010, la durée de vie, c'est au minimum 20 ans. Et on se rend compte sur des panneaux qui ont été encore fabriqués avant que la durée de vie de ces panneaux peut aller bien au-delà des 25 ans. Aujourd'hui, vous achetez un panneau, le fabricant vous garantit la performance du panneau sur 35 ans. Donc, le temps que les panneaux arrivent à l'état d'être recyclés, il va nous falloir encore un petit peu de temps. Sinon, après, quand on utilise les process chimiques, on peut revaloriser un panneau à plus de 99,5%, ce qui est… Bon, on approche les 100%. Voilà. Pour répondre à la deuxième question, c'est comment on fait pour les poussières, etc. Comme vous l'avez vu sur le photomontage, en fait, dans les rangs agricoles, on laisse la capacité à produire. Donc, les machines agricoles passent. On adapte simplement un bras avec un système de brosse et de pulvérisation d'eau qui vient nettoyer en fait le panneau sur la longueur. Il y a d'autres systèmes où ce sont des formes de robots qui sont en bout de ligne et qui vont passer sur toute la ligne tout seul et nettoyer en fait les panneaux. Et ça a été un concept à inventer. Ouais, d'accord. Merci beaucoup.